Bonjour monsieur. Vous regardez avec demandez Antoine. Il y avait d'autres journalistes qui devaient nous rejoindre. Sont où les autres? Ils arrivent, ils sont à gauche. Ils sont à pied, ils arrivent. à pied? Non, ça arrive. Bonjour madame. Enchanté. Bonjour. Bon. Allez, Nous, vous restez là, nous, on fait juste le petit rendez-vous et après on descend chercher. ça marche. Je suis. Ça, c'est les... Bonjour. 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 Quel style d'énergie vous proposez, quelles sont ses limites, et nous faire un peu le constat de ce qui va sur le terrain. Monsieur Copé n'est pas... L'État a mis en place le numéro vert, Stop Djihadisme. Et nous en sommes restés à ce stade depuis. Et que toutes les associations qui travaillent sur la thématique de la radicalisation sont adossées à ce numéro vert. D'après mon expérience de terrain, si on dépasse 20% des signalements par le biais du numéro vert, ce serait beaucoup. La question qui serait est la suivante. Que faisons-nous des 80% qui restent? Ça veut dire que la plupart du temps, si je comprends bien, moi je m'en fous, j'ai rien à perdre. Effectivement, ce type de phrase, c'est un indicateur qu'on connaît. Moi j'ai déjà entendu ça. Puisqu'en réalité, notre problème, on n'en a pas encore parlé, mais je voudrais aussi vous interviewer là-dessus, c'est la question des planificateurs. Parce que tout à l'heure, nous avons passé un long moment avec cette maman et son fils de 18 ans, bon, qui a échappé à la catastrophe, je crois qu'on peut se le dire. Bon, vous avez déjà ça, même si c'est juste pour lui, vous avez déjà eu toutes les raisons de faire ce que vous avez fait. Parce que lui, je crois, c'est difficile de dire, mais j'ai l'impression qu'il est sauvé. Bon. Même s'il faut rester vigilant. Mais ce jeune, il en est là, parce qu'il y a eu la galère apparemment, parce qu'il y a eu un moment ou un autre un processus d'échec scolaire, une perte de confiance en soi, il est voir autre chose, peut-être le j'en ai rien à perdre, je n'ai rien à perdre. Ensuite, il y a en face quelqu'un qui lui parle. Et ce quelqu'un qui lui parle, c'est le danger, hein. C'est là que ça se passe. Donc il faut aussi qu'on regarde de ce côté-là. Parce que vous êtes en situation de participer à ce travail d'identification des prédicateurs. Tout à fait. D'ailleurs, quand Jamel m'a dit à Libye, je pars en Syrie, parce que j'ai envie de voir un petit peu d'où ça vient. Moi, quand il m'a dit ça, bon, je vous avoue que je suis coupé, j'étais assez inquiet pour lui quand même. Bien sûr, c'était dangereux. Il m'a dit, je pars en Syrie, c'est très très dangereux dans les conditions dans lesquelles il est parti. Dieu merci, il nous a remis sans et souffle. Mais il a pu essayer de voir un peu les mécanismes, voir des gens qui donnent des ordres à partir de là-bas, des gens qui influencent les jeunes à partir de là-bas, sur les réseaux sociaux, sur plein de choses. Et ça nous aide à travailler ici au sein d'Arcège et de RTSF. Bien sûr. Non mais c'est sûr, c'est vraiment remarquable cette histoire. Donc ça veut dire derrière, il faut qu'on voit aussi comment on peut faire des partenariats avec des associations comme la vôtre, et il n'y en a pas beaucoup malheureusement, et qui puissent se concevoir comme un travail de prévention. Parce que j'ai du mal à... Et dans ce cadre-là, des associations comme les vôtres ont un rôle absolument majeur. Vous savez, en 2009 déjà, mais il faut être sur le terrain pour le voir, je vais faire notre réunion à la maison d'arrêt de Louvain pour Florine Régis, et en 2009, bien avant le conflit syrien et bien avant qu'on ne parle du djihadisme, j'avais remarqué en maison d'arrêt un public assez particulier. Là aussi, je vais être assez trivial, peut-être même choquant. Il y avait une forme de schizophrénie. J'avais par exemple un détenu, je l'avais une dizaine, qui avait une djellaba, une barbe, et qui parlait en racaille. Oui. Ça s'appelle pas. Normalement, c'est deux. C'est pareil. Et donc, si vous voulez, ne serait-ce que voir ce public. Moi, j'ai raconté un jour une histoire de pain au chocolat. Ah, j'ai été alerté sur Facebook. Hein, oh là 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 là. Alors je me suis dit, on va parler que du pain au chocolat. Nous savons, on y est. Oui, c'est même moi qui vous en parle. Quel crime avais-je commis? Vous, président de la République, je ne veux pas faire moi président de la République, c'est pas vraiment l'objet, je vous le souhaite d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Ils avaient 3% au départ. Hein. Ouais. Vous avez vu qu'il y avait 3% au départ. Là, il aura 3% à l'arrivée aussi. Oui, non, mais voilà, je vous dis ça parce que bien qu'il est là le dernier. C'est ça. Voilà. Vous privilégiez le circuit court plutôt que le court circuit. Vous, président de la République, lorsque des associations
voudrait intervenir dans ce champ de l'éducation de manière générale, pas forcément lié avec la radicalisation, et vous savez qu'il y a un millefeuille en France, qu'est-ce que vous proposerez pour aider la jeunesse à travers évidemment le tissu associatif? Mais dites-le de manière pragmatique, de manière précise. J'ai une idée très simple. On ne peut pas faire sans les collectivités locales. Le problème, c'est que vous avez des collectivités qui jouent le jeu, d'autres qui s'en fichent complètement. Bon. Je n'ai pas voulu polémiquer tout à l'heure, mais enfin on en parle maintenant. On est en Seine-Saint-Denis, comme par hasard, ce sont des villes communistes ou socialistes qui ont refusé depuis des années de mettre le paquet sur police municipale pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, et prévention avec le tissu associatif. Ils ont privilégié le copinage. Bon, moi je veux plus de ça. Je vais travailler avec les collectivités qui le veulent. Il y en a une que ça intéresse, c'est la région Île-de-France. Moi, mon idée, c'est que si je suis président de la République, je contractualise avec les présidents de région qui vont vouloir nous les aider à lancer des programmes. Valérie Pécresse, on est en Île-de-France, j'en ai parlé longuement avec elle, elle est partante. Je lui ai dit, ok, on va y aller ensemble. Si moi je suis président de la République, je proposerais de faire d'associations comme les vôtres des véritables projets sous contrat, avec obligation quand même de résultats, contrat d'objectifs et de moyens, dans lequel on valide des vrais programmes à l'américaine. Les Américains font ça très bien. Hein. J'avais été à New York et j'ai monté un groupe de recherche franco-américain avec un dispositif qui s'appelle le Road Charter School. C'est un dispositif dans le Bronx. Donc j'ai signé un partenariat, un groupe de recherche franco-américain entre ce qui se passe en Seine-Saint-Denis et en Bronx. Et le département, on va venir au département de Seine-Saint-Denis, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire aux États-Unis? J'ai pas été vendre de la drogue, j'ai été faire un groupe de recherche franco-américain. Et voilà, on en est là, si vous voulez. C'est-à-dire que, parce que je rappelle quand même que en Seine-Saint-Denis, d'abord, c'est le département le plus jeune de France, c'est le département qui cumule le plus de difficultés, et c'est un département, c'est le département où le signalement en ce qui concerne la radicalisation est le plus important. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un département comme la Seine-Saint-Denis, nous avons besoin de ça. Ça devrait être une priorité, sauf que le problème c'est qu'ils n'ont pas fait une priorité. Le fait qu'ils vous disent on vous lâche, c'est quand même, on a besoin des partenariats, on ne peut pas faire tout seul. Et avec Eh ben oui. Excusez-moi, je le dis, mais pas, c'est moi qui ai jamais de vous. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave, je suis désolé. On s'était croisés il y a quelques années dans ma cité, l'émission de Jean-Pierre Salé. Bien sûr, vous l'avez très bien. On avait passé une très très bonne soirée. Ah, génial. Et il est content ici, c'est pas plus comme ça. Il y avait un gars qui a fait un tour de magie. Ça va. Oui. il y a que des fans. Vous avez mangé comme pas possible. Vous avez même pris en portée, je sais Ça peut m'arriver. C'était une très bonne soirée. Encore plus d'efforts sur le match. Juste, Jamel, il a démarré, il est venu dans la salle des fêtes, il était tout jeune en 97-98. J'étais là aussi. Vous étiez là aussi? J'étais là avec On m'a dit, il y a un gars. Ali et Candili. Avec Khalid. Avec Khalid. On m'a dit, il est incroyable, il est surdoué et tout, j'ai dit cette histoire, et je l'ai vu. Je me suis dit, mais ce gars, il va Je me rappelle très bien ce faire... soir. Oui, oui. Très bien. Et Khalid nous a très bien accueillis. On a passé une très bonne soirée. Son frère, il a le club de base. Son frère Abel, et c'est grâce à lui que j'ai fait C'est une discussion citoyenne, hein, donc c'est ça. On est bien dedans. Vous pouvez partir, hein, un petit à la manche, enfin, c'est ce qu'on fait. Tu la poses ta question. J'en ai un peu plusieurs. Parce qu'on va pas dresser à gauche. Donc, là, vous m'avez un petit peu perdu. Bon. Moi, personnellement, ça fait 10 ans que je ne vote plus. Ah ben bravo. Déçu par Sarkozy, Hollande, je ne vous cache plus, ça m'a saoulé. Donc Hollande avec ses 60 engagements, il n'a rien tenu. Sarkozy avec ses 32 propositions, il aurait pu faire un one-man, super marrant le mec. Et qui nous dit que vous allez tenir vos promesses. En plus, c'est pas évident. Et j'aimerais bien qu'en 2-3 phrases, vous me donniez envie de revoter. Ah voilà. Jolie la question. Je vais vous dire, je suis comme vous hanté par ça. Peut-être moi président ou pas? Vous avez réussi à le convaincre à 50%. Bon, c'est déjà pas mal, il manque 1% et j'ai la majorité absolue. Il y a Gagné. une petite phrase de fou qui m'a bien fait rire, qui m'a fait penser à une autre phrase. Ah oui, il a une diminution comme 5%. Ah oui, bah attends, je vais faire ma promo moi aussi. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait comme ce copé. Donc moi j'anime une radio tous les lundis ici même, les lundis à 20h, une émission radio. Commence par les graves temps. Qui s'appelle Les Flingueurs de Tonton. Donc rendez-vous lundi 20h, ici même. Donc il y a une phrase qui m'a bien fait rire, c'est, je cite, Chirac, toi qui as vécu en 1995, Ah oui. aide-moi. Oui. Ça m'a fait penser à Jeanne au secours. Ah, oui.
Oui, j'avais eu un petit coup de Ou alors blues ce il y avait jour-là. un petit truc, un petit truc assez balèze. Non, il y avait un petit coup de blues ce jour-là. Ah, Je ne suis pas sensible Une au souffrance, blues. bizarre. Ah non, ça c'est pas mon genre, moi je suis très hypocondriaque. Non, mais c'est parce que, en fait, j'avais des amis proches qui m'ont un peu quitté ces derniers temps, qui ont été attirés par les sirènes de l'appât du gain ministériel, à la vue des seuls sondages. Et donc, ça m'a rappelé Chirac il y a 20 ans, Vous voulez parler du club de théâtre? par exemple. Et ça j'ai bien aimé aussi. Et donc Chirac, en fait, il y a 20 ans, tous les gens qui lui devaient quelque chose l'ont quitté parce qu'il n'était pas très haut dans les sondages. Et résultat des courses, c'est lui qui a gagné quelques temps après. Donc j'ai fait un petit clin d'œil en disant Chirac et moi. Non, c'était mignon. Par contre, le club des quatre, j'ai bien aimé. Nous sommes aussi le clan C'est la bande des quatre. Ah, la bande des quatre et le clan des hypocrites. J'ai fait ça aussi. J'étais en forme, moi. On vous dit ce que vous avez, hein. Non, non, On a fait le parcours là. Il y a encore mieux. Il se considère, ou ce copain se considère comme le 5e élément. Oui, oui, J'aimerais absolument. bien savoir lequel. Ah ben justement, c'est l'énigme. Ben, Il est un peu mystérieux. Bon, on en restera sur les deux. Voilà, on va essayer de se côté. Merci beaucoup d'être venu. Donc en fait, j'ai c'est héréditaire dans la famille. Alors, si je sais pas. D'abord, j'ai été impressionné par le fait que j'ai trouvé quelqu'un qui avait eu une prise de conscience. Il la raconte assez bien, en fait, hein. Il la verbalise. Parce que ce qui est toujours important quand on parle avec quelqu'un, et notamment avec un jeune, c'est d'arriver à le faire oraliser ces choses. Et ensuite, j'ai compris à travers ce qu'il a raconté que lui-même avait pris conscience que maintenant il fallait qu'il rentre dans la vraie vie. Parce que finalement, quelque part, il y avait un côté très virtuel à la vie qui lui avait été proposée, et là maintenant il rentrait dans la vraie vie. Et puis il a eu un choc, c'est que c'était juste avant les attentats de Charlie, et que les attentats de Charlie lui ont permis de comprendre qu'en fait c'était pas du tout le même élève, c'était de la violence, et quand son interlocuteur lui a dit mais c'est nous qui avons fait Charlie. Alors, allez. Hein? Ouais, apparemment. Ça va? Ça va? Et ça reste encore. Eh ben, je lui dis pose-toi. Voilà. Donc, oui. Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? Bah, écoutez, moi, vous savez, je me déplace naturellement tous les jours. Et parmi les sujets que je souhaite traiter, il y a la reprise en main de la mission sécuritaire et régalienne de notre pays. Nous avons baissé la garde sur tous ces sujets depuis très longtemps, et je pense que l'idée ne peut pas être simplement d'asséner des grandes phrases, de dire je vais régler le problème, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je pense qu'en réalité, ce qu'il faut maintenant, c'est rentrer dans le détail. Ce que veulent les gens, c'est du concret. Et donc pour cela, j'ai souhaité venir à la rencontre du président d'une association qui est assez unique en France, qui vise à faire un travail de prévention à l'égard de jeunes qui sont en risque de radicalisation. Parce que nous allons avoir un travail de fond à faire vis-à-vis de ceux qui sont déjà radicalisés, mais il y a aussi un énorme travail à faire en amont pour ceux qui, aujourd'hui, sont en risque. Voilà. Et c'est tout l'intérêt de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui. Monsieur Copé, il y a encore 2 ans, personne ne parlait des centres de déradicalisation. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que ça traduit de notre société? Bon, d'abord, je crois qu'il faut qu'on soit très clair. Il y a 2 sujets. Il y a un sujet qui vise à déradicaliser, ou à essayer de déradicaliser ceux qui aujourd'hui le sont. Mais il y a une deuxième mission qui, à mes yeux, est presque plus importante, qui est d'empêcher la radicalisation. Et ça, c'est le sujet numéro 1. J'ai envie de vous dire que quand on regarde les choses, ceux de nos jeunes qui malheureusement ont déjà basculé, on ne peut plus les traiter de la même manière. Parce qu'ils sont en danger pour eux-mêmes et pour les autres. Notre problème, il est aussi d'éviter que la génération qui suit soit dans ce risque. Et c'est encore une fois l'intérêt de votre démarche. Vous pouvez, je crois, peut-être en dire un mot. Parce que... Oui, effectivement. Alors, comme le dit M. Copé, ceux qui sont déjà radicalisés et qui ont passé un certain cap
tombe là sous le coup, de mon point de vue, de la sécurité. On n'est plus trop dans la notion du repère social. C'est ça. En tout cas, c'est ce que je pense à l'aune de l'expérience d'un an. En ce qui concerne la prévention de la radicalisation, et je pense que si les personnes radicalisées sont en partie identifiées, je pense que les dispositifs existants passent à côté de plus de 90% des jeunes qui pourraient tomber dans ce système. Et ce serait complètement irresponsable que de rester avec l'existant, numéro vert, c'est très bien. Après les attentats de Charlie Hebdo, il fallait faire quelque chose. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et donc, passer à côté des jeunes qui vont tomber dans ce système si on ne fait rien est annonciateur de très grandes catastrophes. Et là, effectivement, je rejoins ce qui est dit par M. Copé. Oui, nous devons axer notre travail sur la prévention, puisque ceux qui sont déjà radicalisés, on tombe plus dans le sécuritaire. En ce qui me concerne, je ne prendrai pas clairement la responsabilité de prendre en charge les jeunes qui sont passés de l'autre côté du rideau et qui sont radicalisés, parce que c'est un autre métier et c'est un enjeu de sécurité nationale. Or, je n'ai pas la prétention ou les compétences pour me situer dans le champ de la sécurité nationale. Lorsque j'ai été audité par Michael Ortiz à l'ambassade des États-Unis, il m'avait posé cette question, c'était un peu cet état d'esprit où je lui expliquais très simplement que axons notre travail sur la prévention, les services d'État, de renseignement et d'intervention doivent se charger de ceux qui sont radicalisés. Et je mettrai aussi en garde certaines associations qui viendraient avec le chiffon rouge en disant je vais m'occuper de la radicalisation, j'ai besoin de fonds, parce que là, ce serait surfer sur la vague. Là aussi, c'est irresponsable. Pour notre part, nous n'avons pas demandé 1 euro à l'État jusqu'à l'établissement d'un rapport objectif et de déterminer si nous sommes compétents ou pas. Il faut être absolument pragmatique sur cette question. Moins d'idéologie, plus de pragmatisme. Et moi, en ce qui me concerne, je l'ai dit d'ailleurs, si je suis élu président de la République, je ferai de ce type de partenariat avec des associations qui sont sur le terrain et avec lesquelles on sait que l'on peut travailler en confiance, un partenariat qui sera absolument majeur. Ce sera une cause nationale. Et je le ferai aussi en partenariat avec les régions. Je pense qu'une région comme la région Île-de-France, qui est très très exposée, est typiquement une région avec laquelle des partenariats lourds peuvent être constitués. Et c'est un des sujets qu'on évoquera, que j'ai évoqué d'ailleurs avec Valérie Pécresse, et sur lesquels il y a un potentiel remarquable à mettre en œuvre. Monsieur Jean-François, pour dire que la déradicalisation est une priorité, qu'est-ce qui fait que vous, justement, vous allez en faire plus que les autres, ou à droite, par exemple, il y a une surenchère et tout le monde est d'accord sur ça? Non, mais attendez, je crois qu'il faut qu'on parle bien des mêmes choses. La déradicalisation est une priorité, c'est un mot, ça. C'est un mot, ça ne veut rien dire. Encore une fois, je crois que l'objet de ma visite ici, il est de bien comprendre la différence à faire entre ceux qui sont déjà radicalisés et ceux qui sont en risque de radicalisation. Et qu'en réalité, ceux qui sont, comme vous l'avez très très bien dit, déjà radicalisés, ça relève de la sécurité nationale. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont dangereux. Et qu'il faut d'abord mettre hors d'état de nuire avant de voir comment on peut espérer les sauver. Sachant que le risque que le résultat en matière de déradicalisation, tous les pays et tous les spécialistes du contre-terrorisme vous le diront, malheureusement, ceux qui sont déjà radicalisés, c'est très difficile de les récupérer. En revanche, mon deuxième sujet, c'est ça le message d'aujourd'hui, c'est de s'occuper de ceux qui sont en risque de radicalisation. Parce qu'ils font des mauvaises rencontres. Ils n'ont pas basculé, mais ils sont en situation de basculer. Et c'est exactement l'objet de la rencontre que j'ai eue tout à l'heure, à huis clos bien entendu, avec une mère de famille et son fils de 18 ans, qui a été, grâce à l'action de cette association et de la mobilisation de ses parents, sauvé des eaux. Et on était au bord de la bascule. Et la vigilance commande de rester très attentif pour la suite. Mais on sent qu'il y a une possibilité d'éviter ça. Voilà. Donc, encore une fois, il faut faire très 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 attention à distinguer les deux. Et il y a pour moi une cause nationale, c'est de faire en sorte que nos jeunes ne soient pas à verser dans le risque de radicalisation. Et donc il faut une cause nationale. Et cette cause nationale, je l'imagine aussi à travers l'idée de faire en sorte que dans nos programmes éducatifs, dès le plus jeune âge, il y ait certes l'idée de dire on entend souvent, soit un bon musulman. Moi je pense que c'est d'abord soit un bon Français. Et être un bon Français, ça veut dire adhérer aux valeurs de la République française. Et donc en être imprégné.
D'où l'idée qu'à l'école, comme je le propose, il y a des cérémonies régulières de salut au drapeau tricolore, à l'hymne national, un uniforme à l'école, des messages adressés par la communauté éducative en contrepoint des messages parentaux, et puis un service national obligatoire de 6 mois pour les jeunes gens et les jeunes filles. Et ça, mon idée, c'est que si je suis élu président de la République, dans les 2 années qui suivent, on met en place un programme lourd qui engagera toute la nation, dans l'idée de pouvoir faire... Monsieur Copé, vous parlez de danger chez les radicalisés, mais ils sont de plus en plus jeunes, voire très jeunes. Est-ce que les centres sont une solution pour eux? Est-ce que les centres de déradicalisation sont une... Écoutez, encore une fois, là, en ce qui concerne ceux qui sont déjà radicalisés, le problème, il est de créer des établissements spécialisés avec un encadrement qui soit totalement dédié à la question du radicalisme. C'est ça notre sujet. Encore une fois, je crois qu'il faut lever ce tabou. Hein. Un jeune qui est radicalisé, je ne sais pas dire si l'on pourra le déradicaliser. Je ne sais pas le dire. Il faut l'espérer, il faut mettre tous les moyens sur ce sujet, mais je ne sais pas le dire. En revanche, un jeune qui ne l'est pas encore, mais qui est en risque, lui, on peut vraiment le sauver. En clair, le risque, c'est quand la bascule a eu lieu. C'est là qu'il faut être extrêmement vigilant, parce qu'il peut devenir très dangereux pour les autres. Monsieur Copé, comme peut le dire très explicitement Jamel Guessoum, sur le travail de la prévention, ce qui fait basculer la plupart des jeunes, c'est un sentiment de discrimination. Alors votre position et votre point de vue sur le pied d'égalité entre ces différentes cultures. Pourquoi est-ce que moi j'ai dit qu'il fallait interdire le burkini? Je comprends que vous soyez un peu choqué, vous dites mais pourquoi il fait ça? Vous avez raison dans le sens où il ne faut pas le sortir du reste. C'est pas juste le burkini. Sinon après ça devient effectivement un slogan de campagne, c'est idiot. Et ça, moi je suis en désaccord avec ceux qui disent ça. En revanche, il ne faut pas le voir comme une discrimination, il faut le voir comme l'obligation d'organiser la vie en société. On est obligé, il y a des concessions qu'on doit faire. Sinon on ne peut pas vivre ensemble. Il y a 90% des livres sur la jeunesse musulmane en librairie qui viennent d'Arabie Saoudite, écrits en arabe et en français, mais avec un français assez bizarre. Donc déjà là, il y a un problème sur la lecture des jeunes. Il y a un autre souci, nous avions eu une jeune de 15 ans et demi, originaire de Bretagne, de souche française, je dirais, enfin plus simple, et qui nous avait sorti des références. La jeune fille ne savait pas de quoi parler, elle nous parlait de Minhaj Salafiyya. Minhaj Salafiyya, c'est l'équivalent des apôtres de Jésus. Et qui nous parlait de Cheikh Soudaïsi. Cheikh Soudaïsi, c'est l'imam de la Mecque. Et quand on a été au fond des choses, la jeune fille ne savait pas de quoi elle parlait. Et elle avait été arrêtée à Paris parce qu'elle devait rejoindre son mari Facebook, qui était dans l'humanitaire en Turquie, si vous comprenez à peu près ce que ça veut dire. Très bien. Bon, le message reçu, c'est ça. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que nous avons affaire à des jeunes, pour le coup c'était une convertie, là encore, les jeunes de quartier ont au moins ces filtres d'éducation. On ne glisse pas aussi rapidement qu'un converti. Un converti, ça glisse très rapidement. Et donc il faut qu'en France, on arrive à être pragmatique sur cette chose. Des chiffres, vous parlez de chiffres, oui, c'est-à-dire qu'il voilà, y a un moment donné où il faut être pragmatique et non plus dans l'idéologie. Donc à partir du moment où on arrêtera d'être dans le purement médiatique, parce que des spécialistes sur la radicalisation, moi je ne vais pas nommer de télévision, mais bon, on imaginera, qui se déclarent spécialistes et qu'on ne voit qu'à la télévision, il y en a plein. Alors que des acteurs de terrain, on les cherche. Les acteurs de terrain, on les cherche, mais bizarrement, on ne les trouve pas, mais il y en a. Donc, tant qu'on sera sur cette dimension purement médiatique, purement politique, mais pas dans le sens noble du terme, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et les acteurs de terrain, je peux rajouter jamais, M. Copé, on les aide pas assez. Mais ce que j'aimerais dire pour tous ces jeunes que nous on reçoit ici en prévention, en RTSF et ARCEJ, qui viennent des fois avec leur... Il y a 250 jeunes qui viennent par semaine ici, à peu près, dans cette école. Et qui nous regardent sur Facebook, nous écoutent aussi. Donc quel message vous pouvez leur délivrer à tous ces jeunes qui viennent ici, dont nous on essaie de faire de la prévention pour eux. Mais moi je pense que ce que vous faites c'est formidable, parce qu'en réalité il faut qu'on le démultiplie partout, c'est un contre-message. Et en réalité ces jeunes, ils ont besoin d'entendre une autre voix. Et effectivement, quand on entend des éditeurs qui m'a beaucoup marqué, des jeunes qui disent de toute façon je n'ai plus rien à perdre, ça veut dire qu'on les a déjà, on a déjà commencé à vider leur cerveau. C'est ça qu'il faut inverser. Et le danger il est là. Le danger il est là quand ils disent je n'ai plus rien à perdre. Évidemment. Donc il faut aussi agir sur le terrain et sur le contre-discours. La jeune fille de Bretagne qui voulait partir en Syrie, comment aurions-nous pu
Bien sûr. Comment c'est possible? De Bretagne, d'un village, avec son ordinateur, arriver à Alep. Donc voilà, il faut être présent sur le terrain et on a besoin de toutes les bonnes volontés et surtout des politiques. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Je me souviendrai longtemps. Merci. C'est vraiment un grand plaisir, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Bon, on va vous abandonner malheureusement pour continuer notre série. On garde le contact.